Salut, j'espère que ça va bien à la maison. Merci d'être là pour votre information. J'espère que vous ne faites pas l'anxiété de vos shorts, les Bermudas, le temps chaud qu'on a eu plus tôt en avril. On va le retrouver bientôt, inquiétez-vous pas. Par contre, parlant de chaleur, de fumoir, de faire cuire votre viande sur le barbecue, ça va sentir un petit peu déjà parce que Ron Weiser de Tout un fumoir sera avec nous un peu plus loin. Aussi Stéphanie Charbonneau et Caroline Gariepi qui doivent composer de manière quotidienne avec la sclérose en plaques viendront nous parler de la marche SP qui a lieu bientôt à Laval le 28 mai prochain. Sophie Marcotte, qui est autrice d'un livre sur le cancer, viendra nous en parler. Charles Lafortune, célèbre animateur, mais aussi, on le sait derrière, la Fondation Autistes Majeurs, viendra nous parler également plus loin d'investissement qui a été fait par la Fondation. Nicolas Vincent Poirier va nous parler de cinéma avec Super Mario Bros. Et aussi, on s'entraîne tout d'abord avec Isabelle Dominique Cros qui viendra nous parler d'entraînement à faire au printemps. Je vous souhaite une bonne émission. C'est le printemps, on a le goût de chanter, on a le goût de bouger, de danser et de s'entraîner également. Je pense que tous les termes peuvent être applicables pour cette nouvelle saison avec la saison estivale également qui s'en vient. On dirait qu'on vit à nouveau. Et puis, désir pour vous, encore une fois, de pouvoir connecter avec Isabelle Dominique Cros, qu'on suit sur notre antenne avec 2 temps 3 mouvements, mais aussi sur ton application GoZone, Isabelle. Oui, GoZone Plus. GoZone Plus, duquel on peut s'entraîner. Mais là, évidemment, on veut aller à l'extérieur. Oui. Quel est le point de départ pour s'entraîner à l'extérieur pour les gens qui nous regardent actuellement? Bien, partir de ce qu'on fait peut-être déjà ou de ce dont on s'est ennuyé depuis les mois qui étaient plus frais. Puis on est chanceux quand même dans la mesure où on dirait que le printemps est arrivé rapidement cette année. Puis c'est vraiment l'occasion de se dire, écoute, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de le faire tout seul? Est-ce que j'ai envie de le faire avec quelqu'un? C'est quoi mon plan de match? Transposer un peu ce qu'on fait déjà, ce qu'on aime, et l'amener peut-être au parc, par exemple. C'est sûr. Parce que je pense que le Québec est le seul endroit à travers le monde où il y a un hiver où on mange nos bancs de neige. Non, mais c'est parce que tu mets de la tire d'érable sur le banc de neige, fait qu'on mange notre neige en même temps. Fait que je pense que le Québec est le seul endroit au monde où on... Fait que là, tu sais, à quel point on est tanné de l'hiver dans cette période-ci de l'année. Oui. Mais si je reviens de façon un peu plus sérieuse pour l'entraînement, est-ce que justement, dû au fait qu'on sort peut-être de quelqu'un qui était un petit peu comme les ours, là, qui ont dormi tout l'hiver, qui ont resté un petit peu pantoufleurs à l'intérieur. Est-ce que c'est d'y aller aussi avec l'intensité, de varier l'intensité, mais aussi surtout d'y aller graduellement? Oui, certainement graduellement, parce que souvent, si on est trop crinqué, puis toi, tu es un crinqué, on aime ça être crinqué, mais l'erreur, c'est que des fois, on est trop rapide dans l'engagement d'un sport, puis après ça, risque de blessure ou chute de motivation après quelques semaines à peine parce qu'on part trop fort. Ceci étant dit, si on est déjà en forme, si on a fait des entraînements durant l'hiver, à l'intérieur, ça compte. Alors, c'est juste le fun d'être un peu inspiré de sortir dehors. Fait que là, on se dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai fait du yoga à l'intérieur. OK, je peux faire du yoga dans le parc. Puis, il faut s'adapter. Hein. Tu sais qu'il faut avoir un plan B au printemps parce que on sait jamais. La météo. On sait jamais. La météo la fameuse météo. dont on est souvent justement tributaire pour tout type de sport. Donc, c'est quoi? On profite peut-être de l'espace urbain duquel on est parce que, bon, Laval, c'est bien sûr davantage en mode urbain qu'on pense à l'entraînement. Les parcs, par exemple? Oui, les parcs, les pistes cyclables. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment joindre l'utile à l'agréable, comme j'aime bien mentionner. Puis après ça, c'est de se dire, peut-être que j'ai envie de rester à l'intérieur. Certaines personnes, tu sais, friands de vélo intérieur, vont pas forcément sortir à l'extérieur, mais on pourrait faire un peu les deux. On peut décider que là, on s'achète un vélo, on peut prendre Bixi. Il y a toutes sortes de... C'est comme un moment pour se dire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de services qui sont offerts aussi printemps-été, donc on peut aller voir un peu, ça me tente, ça, je suis curieuse. Puis, pas oublier que des fois, ça vaut la peine de faire un cours d'essai, parce que s'inscrire, puis après ça, être comme, j'aime pas l'entraîneur, ou j'aime pas ça, ou finalement, c'est pas ça que je veux, ça joue sur la motivation. C'est clair. Et en même temps, il y a beaucoup de sports d'équipe. Alors, on arrive au printemps, le début de la saison de la balle molle, par exemple, du soccer, qui est un autre sport populaire chez nous quand même durant la saison estivale. Ça peut être un autre... Oui, les sports, tu sais, les compétitions amicales, il y a les défis, il y a les marathons, demi-marathons, courses. Il y en a une qui est sympathique que j'ai pas essayé qui s'appelle Color Run. Oui. Tu pars en vêtements blancs, puis là, tu te fais
aspergé, là. Oui, de couleurs, Puis de poudre, ouais, c'est ça. Tu sais, je trouve que c'est le fun de trouver des trucs qui sont agréables, qui font sourire, qui nous donnent envie de bouger. Puis en plus, tu as des belles photos après et on sait, on aime ça. Les mettre sur les réseaux sociaux. Là, parce qu'il y a un moment, tu sais, je veux dire, on va se le dire, il y a, je pense, pour tout type de personnes qui font un peu de sport, il y a soit un sens de la compétition ou du moins il y a un sens de la fierté qu'on aime partager avec les autres aussi. Puis ça, mine de rien, peut-être que ça donne des idées à d'autres personnes. On devient un peu des ambassadeurs d'habitude de Vicenne. Toi, tu parles de mise en forme via tes entraînements, avec la course également. Puis c'est inspirant de voir des gens prendre soin d'eux, tu sais, monter les échelons, essayer de se surpasser. Puis ce que j'aime beaucoup, tu sais, évidemment, on parle des fois de façon peut-être pas très positive des réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de groupes, tu sais, comme par exemple, moi j'aime beaucoup le plein air également. Oui, la course, effectivement, mais je suis sur un groupe de course, on s'encourage mutuellement, peu importe quelle est notre ambition, mais aussi de plein air. J'aime beaucoup la randonnée, j'aime beaucoup, par exemple, faire aussi du kayak. Donc, c'est un groupe de plein air et on se donne des idées sorties ou des endroits qu'on a découverts, donc en se partageant des photos, mais aussi des trucs ou peut-être la communauté, c'est super important. Exactement, c'est ça. Puis c'est virtuel, mais on le transfère dans le monde réel. Puis je pense que c'est ça qui est important, tu sais, c'est de ne pas rester pris chez soi à en jaser, parce que c'est comme, hey, non, mais on va sortir, puis on va le faire, on va aller au parc, on va aller sur l'eau, on va faire des activités qu'on n'a peut-être pas la chance de faire tout seul ou tu sais, qu'on n'a pas envie de faire tout seul, puis ça amène cette dopamine-là, puis après ça, ben on continue. C'est ça, puis parfois, ça prend ça. Parfois, il y a des gens qui sont peut-être pas nécessairement, ne prendront pas l'initiative d'aller à l'extérieur faire un sport, mais quand, comme tu dis, quand il y a un esprit de communauté, quand il y a un groupe, là, on s'inclut, on a une motivation qui peut-être va se manifester davantage. Puis toi, justement, parce qu'on parlait de météo parfois qui est incertaine, j'ai le goût qu'on précise l'application parce que tu as participé au contenu de GoZone, je pense. GoZone Plus, oui. Parle-en un peu pour les gens qui sont à la maison. C'est une saison boiteuse un peu. Saison boiteuse, fait que des fois, tu as besoin d'un plan B. Puis, par rapport à ce que toi, tu disais, des fois, c'est le fun de découvrir quelque chose avec quelqu'un qui rend ça pas intimidant. Puis l'application, c'est ça, c'est que c'est accessible. Il y a des niveaux différents. On parle moins de niveaux ces jours-ci. On parle plus de trouve le défi qui te convient, l'activité qui te convient. Donc, c'est des contenus courts et ça permet à tout le monde de bouger, qu'il soit plus ou moins occupé, motivé, et tu peux faire l'entraînement à l'extérieur si c'est sur ton téléphone, tu as envie de bouger au parc, tu as envie d'être à l'extérieur sur ta terrasse, dans la cour d'un voisin, d'un ami. Puis, c'est ça, c'est des formats accessibles, plaisants, 14 jours gratuits. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à produire. Est-ce qu'on parle, par exemple, que ce soit, tu sais, par exemple, des push-ups, des séries de redressement assis? Est-ce que c'est donc des choses qu'on peut reproduire allègrement, là? Oui, c'est des choses qui se font avec très peu d'équipement ou sans équipement. Pas besoin d'avoir des poids et haltères, d'avoir tous les types de poids. Là, non, pas besoin d'aller acheter de l'équipement parce que des fois, c'est le fun d'acheter des trucs, mais il faut s'en servir. Alors, c'est ce qu'on appelle utiliser son corps. Donc, les push-ups qui ne sont pas les mouvements favoris, mais tu sais, des fentes, des squats, des jumping jacks, des trucs cardio, de l'entraînement musculaire, des étirements, ça s'appelle des petites collations snacks, 60 secondes. Tu places ça un peu dans ton horaire. L'idée est toujours de rendre ça plaisant, parce que si c'est plaisant, on va le refaire. En tout cas, c'est à retenir, GoZone Plus, et je pense que dans une éventuelle chronique, tu vas me faire bouger un peu. Certainement, c'est ce que j'espère. OK, je prends le rendez-vous, c'est promis, mais d'ici là, rendez-vous sur GoZone Plus, sinon 2 temps, 3 mouvements. Vous allez facilement trouver ça sur la toile. Merci beaucoup, Isabelle Demescroux. Merci à toi, Alex. Je suis vraiment content de l'accueillir. C'est un homme à tout faire, acteur, animateur de télévision, gars de radio, producteur de télé. En plus, c'est un gars tellement bienveillant. On le sait, il m'a dit de replacer mon col de chemise avant de commencer l'entretien. C'est Charles Lafortune qui est là. Salut, Charles. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu faire... T'as quelque chose sur le bord de la bouche. Oui. Là, je ferais raser, je ferais la nettoyer. T'es correct. Je suis parfait, c'est bon. Ben, toi aussi, beau bonhomme, toujours comme toujours. Charles, bien sûr, il y a tellement d'affaires. On a du temps en masse, fait qu'on va jaser de plein de trucs parce que ça bourdonne de choses pour toi. Mais tout d'abord, allons-y avec... la Fondation qui, avec bien sûr ta conjointe Sophie Préjean, que vous chapeautez depuis quelques années, là, avec la Fondation là, Autistes et Majeurs, et vous avez donné récemment quand même une importante contribution, un important coup de pouce à l'organisme Intégration TSA de Québec, là, donc, qui vient de recevoir un coup de pouce important de 250 000 $ de la Fondation, donc Autistes et Majeurs.
De quelle façon on va l'investir, cette somme-là, pour soutenir les gens qui ont l'autisme? En fait, la Fondation, son but, il y a 3 pôles. Les pôles principaux, c'est donc la poursuite des acquis scolaires, qu'il n'y ait pas de régression. Puis parce qu'après 21 ans, je veux toujours dire les enfants, mais c'est plus les enfants. Donc après 21 ans, la loi sur l'éducation fait qu'une personne handicapée, son éducation est dans la loi jusqu'à 21 ans. Quelqu'un de neurotypique, c'est jusqu'à 18 ans. Donc après 21 ans, il n'y a plus rien. Il y a quelques plateaux de travail, il y a des centres de jour, c'est souvent du temps partiel. Le projet Intégration TSA, en fait, le projet spécifique d'Intégration TSA, leur projet s'appelle le projet Étincelle. Puis ce projet-là, c'était pour de l'intégration au travail. Donc, nous, ton premier palier, c'est vraiment la poursuite de l'éducation. Deuxième, c'est l'intégration au travail. Donc, l'Étincelle répondait à ça. Puis là, troisième, à la Fondation, c'est vraiment le soutien des centres de jour pour qu'ils puissent avoir, pour cette population-là, des activités de loisirs, des activités sportives, des activités d'art, des activités socio-culturelles. Puis en gros aussi, c'est de faire en sorte que quand ils se lèvent le matin, ils ont quelque chose à faire, ils ont un endroit à aller, ils ont un endroit où sociabiliser. Puis ça empêche aussi un des parents, à ce moment-là, de devoir prendre une retraite prématurée, de créer de l'isolement, de créer de l'appauvrissement, etc., chose qu'on ne veut pas. Le projet d'Étincelle, c'est un projet qui est lié au travail. Donc, il y a une formation, la subvention va aider à une formation de 3200 heures, qui est quand même pas mal d'heures. Au bout de cette formation-là, on a un diplôme que d'autres ont trouvé très intéressant, qui est de travailleur à statut particulier. Et on va pouvoir, par la suite, intégrer dans un milieu d'emploi. L'argent va aussi soutenir le projet d'Étincelle à fournir des capacités aux employeurs, parce que les employeurs, eux autres, ils ont beau être pour la vertu. Personne n'est contre la vertu, mais quand tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu as beau te dire, moi, j'en accueillerais des gens chez moi, pénurie de main-d'œuvre, j'en ai besoin, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment les placer dans un endroit où ils seraient gagnants. Donc, ce projet-là, ce financement-là va permettre aussi d'aller en entreprise et dire, on peut le faire comme ça, puis aussi que ce soit des projets qui soient individualisés, c'est-à-dire la personne a certaines forces, elle a certains problèmes. Comment on fait pour que les intégrer ça, puis que les intégrer? Exactement. Oui. Et puis, évidemment, la Fondation qui se déploie sur plusieurs axes, on l'a vu notamment justement parce que, tu sais, dans Autisme maintenant majeur, il y avait quand même plusieurs, dans l'émission qu'on a vue à Moi et compagnie, plusieurs saisons, puis plusieurs différentes personnes qu'on a vu évoluer à travers le temps, dont ton fils, Mathis. Est-ce qu'il a pu bénéficier de ce genre de centre-là? Est-ce qu'il pourra, lui, en bénéficier aussi, puis de voir l'évolution avec lui? En fait, on va faire une très grosse annonce à Montréal. On va avoir, parce qu'il faut savoir que quand on fait ça avec le projet L'Étincelle, on crée, nous, ce qu'on appelle un espace autiste et majeur. Puis on va créer aussi un espace autiste et majeur qui va être le plus gros va être à Montréal, simplement parce qu'il s'inscrit dans le cadre d'un nouveau centre pour autisme qui est celui de Apogéant. Puis on va annoncer bientôt donc l'investissement et aussi la compagnie qui nous supporte. La Fondation s'est dit qu'on allait créer des espaces qui allaient être, ceux qui nous soutiennent d'ailleurs en partant, un espace autiste et majeur québécois, un espace autiste et majeur Fondation Saint-Hubert, un espace autiste et majeur Desjardins, puis ainsi de suite, les différentes compagnies qui sont avec nous. Ce qui fait que lui va bénéficier, oui, de l'espace autiste et majeur qui va y avoir à Montréal. D'ailleurs, pour les gens, la série Autisme maintenant majeur, on a fait Autisme bientôt majeur, première saison, deuxième saison, Autisme maintenant majeur, troisième saison, Autisme amour et amitié. Ouais. On est en train de tourner d'ailleurs une quatrième saison. Saison 4. La deuxième saison, elle va se retrouver sur TVA là, à partir du mois de mai. Les gens qui ne l'ont pas vu sur Moi et compagnie là, vont pouvoir la voir. Moi, je suis toujours très content quand ça passe sur la grande chaîne parce que ça rejoint plus de monde. Plus de gens. Puis d'ailleurs, c'est ça, puis je veux aborder parce qu'effectivement, tu as fait une vidéo récemment dont les gens peuvent être témoins pour annoncer la saison 4. Quelle facette, quel angle qu'on veut aborder le tout pour la saison 4? La saison 4, le titre de travail présentement, c'est la rentrée. Donc, oui, il va y avoir le centre, l'espace autiste et majeur. Donc, on va se servir un peu de ça pour parler de l'autisme des 21 ans. Mais on voulait aussi parler de la rentrée dans le monde de l'autisme. Donc, on a fait de la recherche pour trouver des familles qui étaient en attente de diagnostic
et qu'on va suivre dans le processus de l'avant, le diagnostic et l'après tout de suite. C'est évidemment, en faire ça en documentaire, c'est extrêmement délicat. On a fait une série, nous, qui s'appelle L'Hôpital des ados aussi, où on suivait des cas assez difficiles. Donc, on veut faire ça avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, de faire en sorte qu'on suive ces parents-là pour qu'ils se sentent moins seuls. Je sais que tous les parents qui vivent ce diagnostic-là, quand ils le reçoivent, ça ressemble beaucoup à cette publicité là, du cancer où il y avait des gens qui tombaient par en arrière. Ouais. Je trouvais que c'était une très belle publicité. Donc, il y a cette bombe-là qui explose dans la vie d'une famille quand ça arrive, parce que non pas que l'autisme, quand on le démystifie, je veux dire, il y a moyen d'être heureux et de vivre avec ça. Mais quand on ne sait pas quoi faire, quand on n'a pas de ressources, on se dit, là, y va-tu au CLSC? Y a-tu un CIUS? Est-ce que ça va partir? Y va-tu parler? Y va-tu faire des crises? Comment je m'occupe de ça? Est-ce qu'il va être isolé? Ils vont-tu pouvoir le garder à la garderie? Il y a beaucoup de questionnements. Donc, on veut accompagner ces parents-là. Ouais. Puis ça, on n'en a pas trouvé parce que quand je l'ai dit, il y a des gens qui adultes, ont reçu un diagnostic. Mais ce qu'on cherche, c'est des adultes qui aussi se demandent, coudonc, j'étais-tu moi-même autiste? Y a-tu des choses? Je suis un autiste de haut niveau? Je suis quelqu'un qui j'ai des obsessions sur des trucs qui feraient que je serais peut-être sur le spectre de l'autisme. Je regarde pas les gens dans les yeux, la lumière, le bruit fort, ça me dérange, etc. Fait que ça aussi, là, si jamais vous êtes dans cette situation-là, vous pensez que vous êtes peut-être différent, vous voulez mettre, ou peut-être, des fois, ça arrive des parents aussi qui ont des enfants autistes, font coudonc, ça ressemble beaucoup. Je ressemble à mon enfant. Mais à charles@pixcom.com, vous pouvez m'écrire, puis on cherche encore ça pour le documentaire. Fait que la rentrée, ça va être ça. La rentrée dans le monde de l'autisme, la rentrée scolaire, la rentrée d'anglo-centre. Fait que c'est ça l'axe de la série. Et vous aviez rencontré durant la série, d'ailleurs, on avait vu François Legault, on avait vu aussi différents politiciens. Est-ce que depuis, la sensibilité auprès, justement, a porté ses fruits? C'est-à-dire, est-ce que la sensibilisation a porté ses fruits? Est-ce que vos discussions, vos rencontres ont apporté ses fruits? Oui. Pour le centre Apogea, par exemple, il y a eu une subvention de 17 millions qui a été installée, qui a été mise dans le centre. C'est un énorme projet, c'est un projet de 52 millions de dollars, qui va devenir, en fait, le plus gros centre exclusivement pour autisme au Canada, puis un des 3 plus gros en Amérique du Nord. Puis moi, j'aime ça dire en joke, tu sais, on est tout le temps en train de dire « Ah, dans les peuples scandinaves, le système d'éducation en Finlande, c'est donc merveilleux, puis en Suède, c'est extraordinaire. » Puis on est toujours en train de voir ce modèle-là. Puis je me dis, coudonc, on pourrait être en autisme que les Finlandais puis les Suédois disent « Hey, vous savez, au Québec, c'est tellement extraordinaire, ce qu'il faut, on devrait copier ce modèle-là. » Donc, oui, on a senti un appui du gouvernement. On est en attente du fédéral, en fait. Hein, le fédéral, on aimerait beaucoup qu'ils viennent s'impliquer aussi, parce que je pense que ce modèle-là dans lequel nous, on embarque, la Fondation Autisme et Majeur, dans ce centre-là, à Poggia, qui va avoir une école, un centre pour autistes, de la formation professionnelle, c'est un très, très beau projet. Mais je pense qu'il va pouvoir être un centre de référence aussi pour des gens qui sont à Québec, être en lien avec le projet L'Étincelle pour dire « Hey, la formation à l'emploi, on peut vous aider, on a des trucs. » Que quelqu'un a un autre centre à Gatineau dit « D'autres, si on fait faire l'intégration, comment on le fait? » Bien, puis que ces gens-là puissent se parler. Moi, c'est juste parce que je suis plus connu que d'autres, mais l'autisme, chacun essaie de faire ce qu'il peut. Fait que souvent, il y a autant de soupers spaghetti qu'il y a d'autistes. Donc, chacun essaie de faire ça, mais c'est essayer de mettre ces gens-là ensemble dans un projet commun. Puis, on attend encore que le fédéral veuille bien s'impliquer. Contribuer. On va surveiller ça, bien sûr. Puis là, je prends encore un petit instant avec toi, Charles, parce que tu es un gars qui a multiples talents et on le sait, rôle aussi, on te connaît comme un gars de télé aguerri et de producteur de télé aussi aguerri. Bon, avec Pixcom, tu réalises plusieurs succès télé, notamment sur les ondes de TVA. Comment vois-tu l'avenir de notre télé? Parce qu'on entend de tous bords, de tous côtés qu'on n'a jamais fait une aussi bonne télé, mais qu'en même temps, on coupe de plus en plus dans des enveloppes d'argent, dans aussi le soutien sous plusieurs angles à notre télé québécoise. Comment vois-tu l'avenir de notre télé à court moyen terme? Bien, juste pour que les gens comprennent bien, la télé, comment elle est basée au Canada. C'est un modèle qui est beaucoup lié au câble. Alors donc, la bonne vieille TV conventionnelle, quand vous vous abonnez tous au câble, vous avez des redevances parce que chaque compagnie de câble, étant donné qu'ils utilisent les poteaux de la reine et que les fils passent en arrière chez vous, ça ne leur appartient pas. Ils sont obligés de remettre de l'argent dans le fonds des médias canadiens. Ça fait un gros pot.
Puis ensuite, les différents réseaux, ils reçoivent une enveloppe, puis ils décident dans quelle émission ils décident de mettre cet argent-là. Ce qui permet de faire un contenu canadien, que ce soit en anglais, en français. La majorité des pays, d'ailleurs, fonctionnent comme ça, que ce soit en France, que ce soit au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, etc. Il y a toujours un fond pour que la télé rayonne, parce que bien sûr, on pense aux États-Unis, mais les États-Unis, c'est un impérialisme quand même qui est très, très, très fort avec d'énormes moyens. Donc, c'est une télé qui est beaucoup plus privée, mais c'est probablement le seul pays aussi où ça fonctionne comme ça. Donc, il y a de moins en moins de monde qui sont abonnés au câble. Donc, c'est certain que ce modèle-là est à refaire, est à revoir. Pendant des années, il y en a beaucoup qui ont dit « Non, d'autres, on ne fait pas de la télé, on fait de l'Internet. » Mais je pense que ça a juste changé de tuyau, là, ça a juste changé de câble. Donc, la télé qu'on fait ici est de plus en plus exportable. Nous autres, par exemple, on a fait Audrey est revenue. C'est diffusé présentement sur Canal+ en France en prime time. Ça va être diffusé aussi sur la Rai italienne. La Faille a été vendue aussi dans nombre de pays. Il y a beaucoup de distributeurs. Un distributeur en télé, c'est comme un agent d'immeuble qui vend votre maison. Là, puis la série, c'est la maison. Ouais. Donc, il y a beaucoup de distributeurs qui, pour vendre votre maison, ils vont venir nous voir, que ce soit des Allemands, des Français, des Italiens. Nous, on en a deux. La ZDF allemande, Beta aussi, qui est une compagnie allemande, vont tout de suite voir sur scénario, vont mettre de l'argent en disant c'est nous autres qui allons vendre votre show. Donc, on va vendre votre maison. Donc, ils mettent de l'argent, ce qui permet d'avoir un rayonnement. Donc, il y a ça qui est une voie. Donc, c'est important d'aller chercher de l'argent puis rentrer des capitaux étrangers dans notre écosystème. Sinon, c'est juste notre argent qui tourne en rond. Mais oui, la TV, il n'y en a jamais eu autant. Il n'y a jamais eu autant de plateformes, il n'y a jamais eu autant de séries et de bonnes. Mais c'est sûr que l'argent est le même. Fait que c'est juste qu'on le divise en plus de points. Donc, on doit faire un petit peu des acrobaties. Mais quand on voit des émissions comme Indéfendable, les stats, qui quotidiennement font entre 1,2 et 1,4 millions d'écoutes, qui font travailler des centaines de comédiens, on voit que c'est quand même encore foisonnant. Puis je pense, j'ai nommé Audrey, mais je pourrais nommer Xavier Dolan, qui a fait de la télé. On est en train de tourner, nous autres, Lac Noir 2, qui est du genre show avec un loup-garou. Donc, ça fonctionne aussi. Fait que moi, je suis toujours là-dessus. Là. Nous, on produit Alerte, Indéfendable, Contraste. On a fait beaucoup. Bien, certainement, puis de la bonne télé. Et d'ailleurs, reprendras-tu ton rôle d'animateur à la voix? Bien, je ne sais pas si la voix va revenir encore. Il n'y a pas eu de confirmation. Je ne l'ai pas annoncé. Je ne le sais pas moi-même. Donc, oui, si c'est reconduit pour une prochaine saison, je vais le faire avec plaisir. Je suis vraiment le plus mauvais négociateur ever. Donc, de dire en partant que je le referais. Mais oui, c'est quelque chose que les gens aiment. C'est quelque chose que les gens écoutent en direct. Quelque chose qui est vraiment de 2 ans à 77 ans et plus. Donc, oui, je trouve que c'est un beau projet qui célèbre le talent. Oui, bien c'est ça. J'essayais de savoir en filigrane s'il y avait une nouvelle saison de La Voix, mais évidemment... Tu sais que j'ai été invité, c'est les Anglais appellent ça le claim to fame. J'ai été invité à cause de mon rôle de producteur au souper de Joe Biden quand il est venu au Canada. OK. Puis, donc, j'étais assis avec Steven Guilbeault, j'étais assis à la table de l'environnement. C'était le fun. C'est comme fonds de mystère qui va prendre de l'importance dans les prochaines années. Donc, j'étais avec eux autres. Puis, à côté de ma table, je me tourne, puis Charlotte Cardin était là, qui était dans la première saison de La Voix. Wow. C'est elle qui est allée chanter pour le président des États-Unis. Fait que tout est dans tout, comme dit l'autre. Fait que j'étais vraiment comme un cousin, un oncle, un grand frère, je sais pas, mais j'étais très fier d'elle. Elle a fait ça, c'était absolument fabuleux ce qu'elle a fait. Et en plus, Sophie Grenier qui vient d'Ottawa. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Fait que tout est dans tout. Tout est dans tout, exact. J'étais dans le fief de Sophie Grenier, la future gagnante. Exact. Mais Charles, merci beaucoup de nous avoir parlé. Puis on va surveiller évidemment tout ça. Et bravo encore une fois pour cette implication-là, notamment avec la Fondation. Et on va surveiller la saison 4 aussi, donc sur les ondes de Moi et compagnie éventuellement en développement. Tout est au bas de l'écran aussi pour recueillir de l'information ou appuyer la Fondation aussi au moment de se parler. Fondation Autisme et Majeur, tout simplement. Puis donner, c'est bien facile. On est super bon pour prendre votre numéro de carte de crédit. Vraiment bon. Très, très bon. Je te montre la mienne dans pas long. Alors... c'est ça. Salut, merci. Salut, merci.
C'est pour donner au suivant l'une des marques de commerce de cette entreprise qui est vraiment à découvrir, Tout un fumoir. On est avec le propriétaire, Ron Weiser. Bonjour, Ron. Salut Alex, ça va? Merci. Ben oui, certainement. Comment est venue tout d'abord l'idée de lancer cette entreprise? C'est intéressant, ça faisait plusieurs années que j'étais impliqué un peu dans le sport de mes enfants, que ce soit au civil ou à l'école. On faisait des levées de fonds, des barbecues, puis j'ai tellement aimé ça, j'ai dit, il doit y avoir moyen de faire une business avec ça. Ben donc, juste un peu avant la pandémie, là, je pense. Oui, en fait, l'idée m'est venue peut-être un an avant, et j'ai parti mon entreprise en avril 2020, alors, en plein milieu du début. Donc, on parle d'événements, auxquels on peut se déplacer, quoi? Sportifs, festivals? Oui, ça peut être des repas de fin d'année, par exemple, où on donne des méritas. Ça peut être pendant des tournois, des événements. Je fais aussi des événements corporatifs, évidemment, puis des événements privés. Ça, et je pense qu'on peut, dans cet engin-là, faire cuire à peu près tout type de viande pour les carnivores. Là. Oh, ben c'est assez spacieux, je peux te montrer ici. Ouais. Il y a pas mal de place. Alors, oui. On met des légumes des fois aussi? On met des légumes. Ah oui? Les légumes vont là-dedans. OK. Oui, les légumes vont là-dedans. J'aime ça faire des salades des légumes fumés. Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est possible. Et puis, évidemment, on se déplace, c'est clé en main, on arrive dans les événements, on n'a qu'à vous contacter. C'est ça. Mais ce qui est assez particulier, c'est que vous redonnez là, à des causes, par exemple, au SBL. C'est ça. Je crois jusqu'à 15 %. Ça peut aller à 15 des recettes. Ouais. Ou, par exemple, je peux faire un prix à l'organisme, puis eux peuvent vendre au prix qu'ils veulent. Des fois aussi, je donne des chèques cadeaux qui sont très populaires pour des encances silencieuses ou pour des tirages. Okay. Alors, et pourquoi la cause sportive particulièrement vous tient à cœur? Ben, c'est ça, j'ai été bénévole longtemps dans le sport, surtout dans le patinage de vitesse. J'ai été président de patinage de vitesse Québec pendant 6 ans. Un entraîneur passe quasiment plus de temps avec un enfant que ses professeurs d'école. Il va peut-être marquer, il ou elle va marquer l'enfant. Puis ça prend de l'argent pour que ces gens-là soient bien formés, bien instruits. Alors, c'est une cause qui est très importante pour moi. Puis c'est sûr que par la suite, j'imagine que depuis que vous avez mis de l'avant votre entreprise, que vous donnez jusqu'à 15 % de vos recettes, j'imagine que vous avez vu des associations sportives qui ont pu bénéficier des profits, qui ont pu, grâce à vous, de bonifier auprès des gens. Tout à fait. Mais là, ça commence tranquillement parce que c'est comme un peu le premier vrai été post-pandémique. Mais j'ai déjà été en contact avec plein d'entreprises qui adorent la formule, puis j'ai quand même assez de bookings là, cet été. C'est ça. Puis vous-même, vous êtes un père, vous l'avez dit, vous avez des enfants, vous avez accompagné vos propres enfants durant plusieurs années, ou peut-être c'est peut-être toujours le cas dans des associations sportives. Donc, à même de savoir que ça coûte très, très cher Tout à fait. Pour les jeunes et les parents, évidemment. Là. Tout à fait. Puis je réitère l'importance d'avoir des entraîneurs pour bien encadrer les jeunes. On entend plein de choses aussi dans plein de sports. C'est ça. Alors, le plus professionnel qu'on peut être, le mieux que c'est, ça prend de l'argent pour faire ça. Ouais. Alors, et Tout un fumoir, moi j'aime beaucoup l'espèce de logo, puis aussi l'espèce de flamme qui est au-dessus du U. Mais Tout un fumoir, pourquoi? C'est parce que je trouve que c'est un beau branding, c'est une belle marque de commerce. Pourquoi ce nom-là? Ouais, c'est parce qu'il est gros. Oh, oui, c'est ça. Alors, c'est tout un fumoir. Ben, parfois, il y a peut-être une stratégie derrière. C'est un peu ça. C'est de mettre le mot fumoir de l'avant. La nourriture, c'est de la nourriture au sud des États-Unis. Que ce soit du porc effiloché, du brisket, des côtes levées. Alors, très simple d'entrer en contact avec vous. On peut le faire sur les réseaux sociaux, sur les tribunes, sur plusieurs tribunes. Réseaux sociaux, oui, Facebook, Instagram. Sur mon site web, il y a un petit formulaire de demande. Ça marche très bien. Je reçois beaucoup de demandes via le site web. On met son nom, son numéro, la date de son événement, puis je rentre en contact avec vous. Et vous débarquez donc avec ça. Puis évidemment, ça prend quelques heures là, avant de pouvoir faire cuire. On parle de quoi, d'une 5 à 10 heures? Oui, ça dépend c'est quoi, mais effectivement, je fais peu de choses qui prennent moins que 6 heures. J'aime ça. Ah oui, je comprends, puis c'est une passion. Puis au-delà de ça, est-ce que pour vous, il y a comme un talent culinaire, j'oserais dire, ou quelque chose qui s'est développé? Est-ce que ça vous a poussé aussi à faire des recherches sur le plan pour toujours mieux apprêter vos viandes? Puis, oui, pour mes recettes, ça fait des années là, que je fais de la recherche. Je vais chercher quelque chose ici, là, je mets ça ensemble. Ça fait longtemps. Aussi. Je faisais des choses horrifiques il y a 5 ans. Maintenant, je ne les fais plus. C'est bon, vous avez fait vos tests. Alors, on est sûr que ça va être très, très bon. Oui.
Oui. Si on veut y assister. Alors, tout un fumoir, tous les, évidemment, les moyens pour rentrer en contact avec M. Ron Weiser sont au bas de l'écran. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Merci, Puis, Alex. on invite les gens sur le territoire lavallois. S'il y a des associations, par exemple, des gens qui ont une passion pour le baseball ou pour le soccer, plus tard cette année, on a besoin de financer, par exemple, des tournois ou autres événements. Ça. On pense à Ron Weiser qui donne au suivant. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne journée. La marche SP, c'est partout au Canada le 28 mai prochain. Chez nous, sur le territoire lavallois, ça se passe du côté du parc, donc Bernard Landry à Laval à 10h30 le 28 mai prochain. Évidemment, vous comprenez que c'est au profit de la sclérose en plaques section Laval. Et tout de suite, elles sont par le truchement de la technologie Stéphanie Charbonneau et Caroline Gariepi qui vivent avec la sclérose en plaques. Bonjour. Bonjour. J'ai le goût de vous demander spontanément comment ça va présentement pour vous? Ben moi, ça va très bien. C'est une bonne journée, puis c'est comme ça aujourd'hui, puis je suis bien heureuse. C'est sûr qu'il y a des moins bonnes journées pour vous. Il y a des réalités qui sont différentes parfois. On pourra l'aborder un petit peu plus loin. Mais tout d'abord, je demanderai spontanément à l'une d'entre vous qui veut bien me répondre. Regardez, je vais me tourner vers Stéphanie. C'est quoi la sclérose en plaques pour l'expliquer aux gens tout d'abord? Ben, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. C'est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Il n'y a pas de médicament pour ça. Puis, en fait, c'est notre système nerveux sur lequel il y a des plaques qui s'attachent dessus. Le système nerveux, moi, je vois ça comme un réseau routier, l'autoroute. Puis, s'il y a une plaque sur le pont Champlain, ben ça bloque sur le pont Champlain. Fait que nous autres, si on a une plaque dans le cerveau qui affecte le bras droit, ben le bras droit a de la misère à fonctionner. C'est un peu comme ça que je l'imagine, que pas l'imagine, mais je l'illustre. Fait que c'est ça. Et si je me tourne vers vous, Caroline, parce que vous aussi, bien sûr, vous avez la sclérose en plaques, lorsqu'on reçoit, évidemment, le diagnostic qu'on a la sclérose en plaques, c'est qu'on a eu des symptômes avant-coureurs pour recevoir éventuellement donc le diagnostic. Quels sont ces symptômes-là qui mènent peut-être à un diagnostic d'avoir la sclérose en plaques? Le symptôme qui est prédominant chez la plupart des gens, c'est les névrites optiques. On a de la misère à voir. Ça fait comme un nuage en avant de notre œil. Mon côté à moi, j'ai engourdi, j'avais les jambes engourdies, les mains, ils ne fonctionnaient plus. C'est ça qui m'a amené à l'hôpital. Puis même à l'hôpital, ensuite, les yeux ont commencé. Je pense qu'il y a en tout cas, les yeux, je sais qu'ils sont beaucoup affectés par la majorité des gens. Il y a une statistique qui est prédominante, puis aussi, je pense que les gens, peut-être, qui connaissent des gens qui vivent avec donc la sclérose en plaques sont au courant, peut-être, mais c'est davantage des femmes qui reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques. Pourquoi? Est-ce que c'est dû au corps féminin, par exemple, ou... Moi, j'ai pas la réponse exacte par rapport à ça. On ne sait pas pourquoi c'est plus des femmes que d'hommes, mais c'est un fait. Il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes. 2 femmes pour un homme. Mais on ne sait pas pourquoi. Il y a un livre qui a été lancé au cours des derniers mois. C'est ce livre de Jean-Benoît Cloutier-Boucher, Soit boire la mer les yeux ouverts. Sa mère était donc atteinte de sclérose en plaques. Elle en est malheureusement donc décédée. Mais donc, il y a un passage dans le livre que je vais vous lire, puis je veux vous entendre réagir là-dessus parce que j'ai trouvé ça assez lumineux et assez fort, évocateur. C'est le médecin de sa maman qui avait dit ça donc à la mère de Jean-Benoît Cloutier-Boucher, qui disait tu n'es pas la sclérose en plaques. Comment vous réagissez en entendant ces mots-là? Mais moi, je suis totalement en accord avec ça. Mais au début, j'étais la sclérose en plaques quand j'ai eu mon diagnostic. Il a fallu que je travaille de ça pour faire la différence entre les deux. Je trouve ça, je trouve que c'est bien, puis c'est comme ça qu'on devrait voir. Parce que le sens des mots peut jouer, j'imagine, dans l'acceptation de la maladie, si je peux vous entendre, Stéphanie. Ben, accepter une maladie, on n'accepte pas ça, on n'a juste pas le choix. On vit avec, on apprend à vivre avec. Mais accepter, moi, je ne l'ai pas accepté encore ce mot-là dans mon vocabulaire. Puis, elle est là, puis je me lève avec. Puis je sais qu'elle est toujours là, mais c'est pas mon amie non plus.
Puis, mais c'est un partenaire de vie, je sais pas trop comment l'appeler. C'est notre coloc, là, c'est pas nous, mais on va avec. Notre coloc imposé, là, on n'a pas le choix. C'est une des voitures qui passe sur le pont, là. Oui. C'est ça. La marche SP, évidemment, c'est le 28 mai prochain. C'est un des événements phares de l'année pour amasser des fonds, pour soutenir les personnes qui vivent avec la sclérose en plaques comme vous. Avez-vous un message à lancer aux gens qui aimeraient peut-être se mobiliser au boulot, avec leur famille, pour ceux, là, une invitation à leur faire de manière peut-être personnalisée? Bien, la marche, c'est avant tout une levée de fonds. Puis, bien, cet argent-là, on en a besoin pour la recherche, pour trouver le fameux médicament, le remède ou la méthode pour nous guérir de cette maladie-là. Moi, ça fait 24 ans que j'ai la maladie, puis je suis loin d'être guérie. Mais si c'est pas moi qui guéris, bien, ça sera mes enfants, mes petits-enfants, je sais pas. Ben, oui. Le but de la marche, c'est de ramasser des fonds pour la recherche et trouver un remède. Ouais. Puis, ben, en partie aussi, c'est de trouver, offrir des services aux gens atteints comme moi, comme Caroline. Des services... des activités, le côté psychologique. Ouais. C'est ça, vas-y. Moi, là, j'ai envie de rajouter que la marche, là, depuis que moi, j'ai commencé à la faire, là, ça va être ma 5e marche, mais ça fait 19 ans, moi, j'ai mon diagnostic. Là. Mais l'évolution qu'elle a donnée, la marche, comment c'est devenu plus gros, puis tout cet argent-là qu'on a été capable de recueillir pour la recherche, moi, là, il y a 15 ans, j'avais de la misère à marcher puis à fonctionner, tu sais. Puis là, aujourd'hui, à cause des bons médicaments, là, ben, je peux marcher puis je peux faire presque tout ce que je veux. Fait que moi, je vais dire, supportez-nous, s'il vous plaît, parce qu'on va avoir une belle vie bientôt, là. Ça me touche profondément ce qu'on a comme discussion présentement. Puis évidemment, c'est, j'imagine, pour les gens qui vont vous accompagner, également des membres de votre famille qui sont là, qui vous ont vu grâce à l'implication des gens, à leur apport financier, puis leur support aussi au quotidien. Ça vous aide, ça, à rester alerte, puis à rester quand même de bonne vivante. On le voit, vous avez quand même le sourire aux lèvres, hein? Sans l'apport d'un groupe de personnes autour de nous pour nous soutenir, j'imagine, de proches aidants ou d'accompagnateurs, si on peut le dire comme ça. Ça aussi, ça fait une différence pour vous, j'imagine. Ça fait toute la différence. Hein? Juste à la marge de réunir la famille puis tous les amis qui sont là, juste pour ça, c'est un gros rassemblement, mais ça nous donne du support, ça donne de l'énergie. Là. Et ces gens-là, ils font qu'on est capable de continuer. Oui. C'est pas que je voulais rajouter, Stéphanie, quelque chose aussi? Bien, la marche. Moi, j'ai mon garçon là, qui m'achale, qui est en arrière de moi. Là. Puis lui, il est là. Il est né, puis je l'avais, la sclérose en plaques. Je tombe enceinte, puis je l'avais. Puis là, il y a 20 ans. Puis il vient à la marche à chaque année avec moi. Là, il voulait pas me déranger, mais il me dérangeait. Puis, je sais pas quoi dire. Je suis comme un peu perdue. Chose certaine, c'est festif, c'est lumineux. Tu sais, on rend ça, c'est pas une journée qui s'avère être, je vais emprunter ce mot-là et je vais vraiment le mettre entre guillemets, c'est pas un événement qui est triste ou lourd, vous voulez en faire un événement qui est lumineux, qui est rempli d'espoir finalement pour cette marche SP, parce qu'il y a des gens qui peuvent aller vous applaudir, vous encourager là, lors de la journée du 28 mai. C'est super joyeux comme journée, là. Il y a de la musique, il y a à manger, il y a de l'animation. Non, c'est vraiment un bel événement, là. Et on est commandité par Mr. Puff et Billix qui sont là pour nous nourrir. Puis tout, c'est vraiment... Non, c'est une belle journée. Alors, j'invite les gens à se manifester. sclérosenplaques.ca. Il y a la section Laval. Vous pouvez facilement trouver sur Facebook, sur aussi Internet, toutes les façons de pouvoir vous appuyer. Les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. Stéphanie Charbonneau et Caroline Gariepi, merci énormément de nous avoir parlé. Vous êtes des femmes exceptionnelles, des femmes courageuses, résilientes et inspirantes. Et c'est un honneur et avec sincérité de vous avoir accueilli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex. Au plaisir. Elle est autrice de Cancer, mode d'emploi, un guide pour affronter la tourmente. C'est disponible aux éditions Cardinal. Elle a eu même, bien sûr, le cancer. Donc, elle est avec nous pour nous en parler par le moyen de la technologie. Sophie Marcotte, bonjour. Bonjour. Je le disais, bon, tu as eu le cancer, bien sûr. Comment ça va maintenant? Tu étais en rémission, je pense?
Oui, je suis en rémission depuis juin l'année passée, donc ça fait 9 mois à peu près. Donc ça va bien, mon énergie est pas mal revenue. Là, mes seuls problèmes sont liés à une ménopause qui a été provoquée pour diminuer mes risques de récidive. Donc j'ai des effets que plein de femmes connaissent. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un peu d'humour dans les... C'est une façon, j'ai trouvé, quand même, à certains égards, humaine, puis peut-être aussi avec une belle sensibilité pour nous en parler, autant ceux qui ont le cancer que ceux qui sont des proches, des accompagnateurs, des proches aidants aussi. Et comment est venue l'idée d'écrire ce livre-là? Pourquoi écrire un livre sur le sujet pour toi? Quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai vraiment cherché tout de suite justement des livres pour savoir un peu ce qui m'attendait. Puis je trouvais pas grand-chose qui satisfaisait mon besoin, là. Je voulais pas tant savoir des trucs médicaux que des choses plus humaines ou terre à terre ou qui touchent le quotidien, là. Donc, comment ça va influencer ma capacité à travailler, à faire du sport, ma vie sexuelle, mon énergie, tout ça. Donc, c'est ça, je trouvais rien qui répondait à mon besoin. Donc, je m'étais dit assez rapidement que quand j'irais mieux, j'écrirais le livre que j'aurais voulu lire moi. Et c'est quand même une partie de mon métier là, d'écrire, ouais. Donc c'est pas, je suis pas débarquée d'une autre planète non plus, là. Mais ouais, c'est venu de là, dans le fond, d'un manque dès le départ. Parce que c'est ça, oui, tu es journaliste aussi là, sur plusieurs tribunes, donc ça, on peut le mentionner également. Est-ce qu'il y avait aussi une formule, peut-être une forme de volonté que ce soit thérapeutique aussi en écrivant le livre, en quelque sorte? Il y a comme une sorte de cheminement qui s'est fait aussi à travers le livre pour aussi peut-être mieux affronter la maladie ou... Oui, vraiment. Ça, j'y avais pas pensé au début, par exemple. Ouais. Ça s'est vraiment apparu là, quand je me suis mise à écrire. Donc, j'étais rendue après ma chimiothérapie, entre 2 opérations, disons. Là, puis là, je me suis rendue compte que ça permettait de jeter un regard un peu avec une certaine distance sur ce que j'avais vécu, tout en... c'était pas toujours agréable, c'est sûr, de revenir là-dessus, là, mais... Oui, ça a été thérapeutique, surtout dans la perspective d'aider des gens avec ce que j'allais écrire, là. Ça, c'était vraiment ça qui me portait. D'ailleurs, on a plusieurs choses qu'on aborde dans le livre. Il y a des trucs, notamment sur le plan plus pratique aussi, là, pour ceux qui vivent avec la maladie, mais justement, de ne pas nécessairement aller sur Google. Hein? Une des pires choses, je pense, souvent on a le réflexe quand on a un petit bobo d'aller sur Google, mais dans ce cas-ci, je pense que, en tout cas, on le démontre clairement là, à travers ta plume que c'est pas nécessairement bon de le faire, là. Non, mais c'est sûr que si vous avez un peu tendance à être anxieux et à vous inquiéter, plus vous allez lire là-dessus un peu n'importe où, là, sur des sites pas nécessairement fiables non plus, plus vous allez capoter, là, ça c'est sûr. Donc, il faut limiter nos périodes là, de recherche sur Internet, je dirais. Ouais. C'est pas la meilleure chose à faire. Meilleure chose à faire. Comment on annonce à sa famille qu'on a le cancer? Quelle est la bonne façon de faire? Parce que j'imagine c'est déjà de recevoir le diagnostic, c'est quelque chose, mais de savoir qu'on a annoncé cette triste nouvelle à nos proches, ça doit être terrible. Alors, est-ce qu'il y a une bonne façon de faire ou selon ton opinion? Ou... Une bonne façon, je le sais pas. Moi, ce que je proposais dans le livre, c'était d'y aller en mettant une introduction un petit peu détaillée, comme je me sentais pas bien récemment, j'ai passé des tests, et là j'ai eu les résultats, puis j'ai une mauvaise nouvelle. On prépare un peu le terrain, là, sans dire tout d'un coup, bang, salut, j'ai le cancer, là. Parce que les proches, la plupart des gens le savent, pour avoir eu un proche qui a eu un cancer, c'est quand même une nouvelle très inquiétante, alarmante, on est triste. Donc, il faut y aller, c'est ça, avec un petit peu de précaution. Puis c'est quelque chose que je voulais aborder dans le livre parce que j'avais jamais pensé à ça, moi, que ça serait difficile d'annoncer à mes proches que j'avais un cancer. J'avais juste pensé que ce serait difficile d'avoir un diagnostic, mais en fait... c'est
presque aussi stressant, j'ai trouvé, de le dire aux gens qu'on aime, là, particulièrement mes parents. Moi, j'étais très stressée, puis j'avais vraiment peur je savais que j'allais leur faire de la peine, puis qu'ils allaient s'inquiéter, puis j'étais très mal à l'aise de ça. Donc, c'est quand même une étape délicate et assez difficile. Je sais qu'il y en a qui passent... moi, c'est arrivé dans mon entourage, et pour l'annoncer, il y a quelqu'un qui, dans le fond, avait une confiance envers une autre personne de son entourage et elle a désigné cette personne-là pour l'annoncer à certaines personnes aussi dans le même groupe, là. Donc, je n'irai pas plus loin parce que je veux me concentrer sur notre conversation, mais parfois, je pense que ça peut être ça aussi, de prendre une personne auquel on a confiance autour de nous pour l'annoncer aussi à certains membres de notre famille, je pense. Oui, c'est sûr que c'est une grosse charge émotive de recevoir la peine de tout le monde. Donc, effectivement, en faisant faire l'annonce par quelqu'un d'autre, ça nous décharge un peu, là. Puis, c'est ça, des fois, on en a déjà beaucoup sur les épaules, là, fait que c'est aussi une bonne idée, Les proches... Qu'est-ce qu'on doit faire pour accompagner le mieux possible quelqu'un dans la maladie avec le cancer, si on est un proche aidant, un conjointe, peu importe, là, un membre de famille, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, moi, ce que je trouvais le plus utile, c'était de me faire proposer des choses concrètes. Parce que, tu sais, il y avait plein de monde qui me disait « Ah, tu sais, si tu as besoin, fais-moi signe », mais c'est trop flou, c'est pas assez comme dans l'action, donc, tu sais, on les appelle pas, ces personnes-là, là, tu sais. Mais si quelqu'un m'écrivait ou m'appelait pour me dire « Hey, salut, je vais prendre une marche avec toi cet après-midi, es-tu assez en forme? » ou j'ai cuisiné des muffins, je vais t'en apporter. Tu sais, ça, c'était vraiment impeccable, là. C'était la forme d'aide que j'aimais le plus. Donc, proposer des choses concrètes, là, des gestes concrets. Puis on remarque d'ailleurs ton conjoint qui t'a accompagné, ça, c'est d'avoir des proches aidants, des gens comme ton conjoint. Est-ce qu'on peut dire que ça fait la différence dans notre... j'aime pas dire le mot combat, là, mais d'avoir à affronter la maladie, le cancer? Ou... C'est sûr que oui, c'est sûr. J'y ai souvent pensé, moi, pendant mes traitements, là, à quel point j'étais chanceuse d'avoir plein de gens pour me soutenir, puis comment ça devait être difficile pour les personnes seules. C'est juste de discuter puis dire hey, j'ai peur ou des fois je m'imagine telle chose ou juste de pouvoir parler puis de savoir qu'on a quelqu'un sur qui compter, c'est vraiment précieux. Ça m'a beaucoup touché, beaucoup aussi, je pense, les gens qui sont autour de nous, parce qu'on le dit, les statistiques sont assez évocatrices là, concernant le cancer. Alors, Sophie Marcotte, merci beaucoup de nous avoir parlé. Vraiment un livre nécessaire. Je pense que c'est le meilleur ouvrage qui a été fait sur la question. Alors, tous les gens qui sont peut-être curieux suite à notre conversation, tous les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. Merci beaucoup. Puis, évidemment, on te souhaite la santé et que de la santé pour la suite. Merci beaucoup. À tout le monde aussi. Pour les nostalgiques, je pense que vous vous souvenez de ça. Tombé dans le trou, non! Puis là, on pognait nos manettes. Puis on la voulait dessus, la manette. Puis là, on tirait sa manette avec... puis là, on soufflait dans la cassette. Puis on pensait que ça allait être bien bon pour repartir notre jeu. On pesait sur Reset avec le Nintendo. Bien, on a fait un reset sur Mario Bros parce qu'on en a offert un, Super Mario Bros, qui est le film le plus lucratif ces temps-ci au cinéma. On en parle tout de suite avec Nicolas Vincent Poirier. Salut! Salut Alex! Comment ça va? Ça va bien. Écoute, ça va bien pour moi, ça va bien pour toi, mais ça va encore mieux pour le film Super Mario. Hey, mais juste avant, cette chanson-là te rappelle quoi? Toi, ça évoque quoi pour toi, ce petit thème-là de Mario Bros? Là? Ça me rappelle mon enfance, évidemment. Ça rappelle l'enfance à tellement de personnes aussi. Et le fait, justement, écoute, en 93, le premier film basé sur un jeu vidéo, en 93, ça a été Super Mario. Et ça a été, Alex, un échec, là, un échec incroyable. Et depuis ce temps-là, Nintendo refuse d'adapter Mario au cinéma pour pas avoir un flop comme en 93. Et ça a pris des années et des années, même qu'en 94, durant
quand les emails sont sortis, le email hack de Sony, il y avait des exemples là-dedans comme quoi certains producteurs chez Sony tentaient d'adapter Super Mario au cinéma. Et finalement, écoute, aujourd'hui, on l'a fait. Le film dure 1h30 avec un budget de 100 millions de dollars. Et au moment où on se parle, on est à sa deuxième fin de semaine en salle. 692 millions jusqu'à date. C'est le film le plus lucratif de l'année et aussi de tous les jeux vidéo adaptés au cinéma. Et d'ailleurs, parce que c'est pas le premier film, évidemment, qui est tiré d'un imaginaire de jeux vidéo qu'on adapte au cinéma. Tu te rappelles du très bon Street Fighter? Il y en a eu 2 Street Fighter. Oui, puis il était poche. Mais tu sais, on s'entend là-dessus, même les Mortal Kombat, qui étaient un succès en jeux vidéo, n'ont pas remporté autant de succès au cinéma. Donc, pourquoi ça fonctionne maintenant, cette formule-là avec Mario, versus le film de 93, par exemple? Les jeux vidéo au cinéma ont été pendant très longtemps, et je pense que c'est en train de changer, ont été pendant très longtemps ce que, il y a une vingtaine d'années, les bandes dessinées étaient au cinéma. Oui, on a eu quelques succès avec Superman et ensuite le premier Batman. Et après ça, les compagnies essayaient de faire des films basés sur des bandes dessinées et on ne savait pas comment adapter ces personnages-là. Ce qui donnait, une fois sur deux, des fois des succès, des fois des flops. Et la même chose est vraie pour les jeux vidéo. On n'a pas encore trouvé la formule parce qu'on a essayé à maintes et maintes reprises. Le plus gros succès jusqu'à date, ça a été la franchise Resident Evil, qui a eu 6 films faits par Paul W.S. Anderson, le même réalisateur que le premier Mortal Kombat en passant. Et là, ce Super Mario aussi, ce qui est bien avec, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié le film, c'est l'origine de Mario et son frère Luigi, qui sont deux plombiers qui vont se faire transporter dans le monde qu'on connaît des jeux vidéo pour aller sauver la princesse. Et le fait de faire une histoire d'origine comme ça et de nous présenter tellement de personnages de l'univers des jeux vidéo de Nintendo, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une adaptation parfaite. C'est pas un film parfait, mais pour ce que c'est, pour les gros fans de Super Mario, je pense que c'est parfait, ça n'aurait pas pu être mieux pour ce genre d'adaptation. Je suis d'accord avec toi, puis au-delà de ça, moi je pense que le succès, au-delà de la nostalgie pour les plus grands, déjà les plus jeunes en sont conquis, mais c'est la beauté des animations qui sont faites. Je trouve que le message de courage, de détermination qui est dans le film aussi, ça vient, tu me permettras, mais un peu le cliché, mais réchauffer tous les cœurs. Oui, c'est sûr. C'est un beau film familial et il n'y a rien d'innovateur là-dedans. Là. C'est le genre de film qu'on a vu 1 million de fois. On n'a juste pas vu avec Super Mario, son frère Luigi et tout le reste de l'univers Nintendo. C'est une formule très conservatrice et pour ce que c'est vraiment parfait. Je pense que Nintendo ont bien fait d'attendre aussi longtemps pour donner le feu vert à l'adaptation. Ouais. Et regarde bien ça, d'ici quelques années, ça va être l'univers cinématographique de Nintendo. Je suis pas mal sûr. Ouais. Les spin-offs, les Super Mario 2. Ça deviendra ce que ça a été peut-être pendant plusieurs années l'univers Marvel, c'est-à-dire justement les films de super-héros deviendront la donne, mais évidemment avec l'univers Nintendo, il faudrait le voir comme ça. Mais évidemment, il y a Bowser qu'on va voir, le vilain, puis comme tu dis, il y a toujours les codes qu'on retrouve dans ce genre de film-là pour le volet jeunesse. Mais pourquoi ce stade-ci aussi? Parce que j'imagine que c'est pas depuis hier ou il y a 2-3 ans qu'on veut l'adapter au cinéma. Ça devait faire longtemps qu'on voulait rattraper l'échec de 93. Oui. Et pourquoi ça a été en 2023, ou du moins ces derniers mois, que ça a été en développement et que ça a été projeté au cinéma? L'affaire avec ça, Alex, c'est qu'il faut trouver les bonnes équipes créatives pour faire ces films-ci. Et c'est ce qui a pris énormément de temps. C'est quoi la ligne directrice pour ce genre de film-là? Et c'est le gros problème. Je veux dire, la version de Super Mario de 1993, on y a pensé énormément de temps. On a pensé à toutes sortes de personnes au niveau créatif pour gérer ce film-là. Et ça a donné ce que ça a donné. Et le potentiel que Super Mario a, je pense que c'est une vraie mine d'or et on le voit au box-office. Et c'est vraiment de trouver la bonne
La bonne les ligne bons directrice. esprits créatifs pour aller avec ça. Et ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Ça, c'est tout à fait normal. Un film en développement comme ça, eh bien, on voit les résultats aujourd'hui. On a encore un peu de temps ensemble, Nicolas, à peu près 4 minutes. Et Tetris, tu sais, quand on parlait d'années 80, de nostalgie, ça aussi, on va puiser directement dans l'enfance des gens qui ont vécu ces années 80-90. Ah oui, tout à fait. Écoute, le film Tetris, il y a eu des rumeurs pendant très longtemps. Comment on peut adapter Tetris au cinéma? Je veux dire, c'est même pas une histoire, c'est de placer des blocs ensemble. Et finalement, on a droit à un film que, en tout cas, c'est le film que je ne savais pas que j'avais absolument besoin de voir. C'est un film, mon Dieu, d'espionnage, de suspense, et c'est l'histoire de l'origine du jeu Tetris. Comment Hank Rogers, un développeur de jeux vidéo américain, est tombé en 1988 sur une copie de Tetris et décide d'aller acheter les droits. Et les droits sont à l'URSS à l'époque, et c'est quelqu'un là-bas qui a créé ce jeu-là. Et vu que c'est l'URSS, c'est un régime communiste, on ne peut pas faire affaire directement avec la personne pour lui acheter les droits. Il faut acheter les droits à l'État. Et à travers ça, on a la vieille garde communiste et l'ancienne garde qui savent que l'URSS va tomber, qui veulent juste s'en mettre plein les poches. Alors là, on a droit à une histoire comme... Il y a un peu d'espionnage, il y a du suspense, il y a à peu près de tout dans ce film-là. Et en plus, c'est drôle. Et justement, on suit le dénouement. Comment est-ce que les droits ont réussi à être achetés et comment une amitié s'est formée entre Hank Rogers, le développeur américain, et le créateur de Tetris, Alexei, je vais massacrer son nom de famille. Vas-y, pareil. Tajiknov. J'espère s'il nous écoute et je massacre son nom. Ben, tu sais, on t'écoutait partout sur le monde, hein? YouTube ou autre portail. Mais est-ce que justement, parce que moi, tu me parles de communisme, tu me parles de cette histoire, est-ce que c'est pas tiré par les cheveux? Il me semble de rattacher ce jeu d'arcade des années 80 ou de Nintendo aussi, justement, qu'on avait sur plusieurs plateformes? Écoute, mais que c'est tiré par les cheveux. Et d'ailleurs, avant que le film se fasse, on a montré l'histoire, on voulait avoir l'approbation des deux personnages principaux de l'histoire qui sont encore vivants aujourd'hui. Et ce qu'ils ont dit par rapport au film, c'est que au niveau émotionnel, 100% de l'histoire est vrai. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ressentaient, le stress qu'ils pouvaient avoir, la pression sur leurs épaules, tout ça est vrai. À cette heure, les poursuites en voiture et tout ce qu'on a droit dans le film, bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, comme ils ont dit. Oui, il y a eu des moments intenses en voiture et ailleurs, mais on a juste condensé ces moments-là en 5 minutes et ça donne quelque chose de très intense, quand en réalité, c'est peut-être 2 jours où peut-être ils pensaient être suivis, espionnés. Tu sais? Mais c'est un très bon divertissement et c'est un film que je conseille à tout le monde et c'est disponible sur Apple TV+. Et je trouve ça tellement dommage que ce film-là n'ait pas été au cinéma. Bien, du moins, de ne pas être disponible sur une plateforme qui est plus commune, je veux dire comme ça, mais tu sais, un Netflix ou un Amazon Prime, par exemple, ou ce genre de plateforme où il y a davantage de gens qui peuvent avoir accès quand même au film, au contenu. Exactement. Mais en même temps, bon, Apple TV+, c'est un peu leur modèle d'affaires, contrairement à Netflix. Eux autres, il y a moins de contenu, mais le contenu est beaucoup plus de qualité. Et vraiment, ce film-ci, disons-le, le scénario est excellent, la réalisation est excellente. Je veux dire, c'est pas le film de l'année, mais j'aurais jamais pensé apprécier autant un film sur Tetris, là, sur l'origine du jeu vidéo Tetris, qui a été le jeu le plus populaire entre 1993 et 2020. Hey, merci, Nico. Merci, Alex.
Je vous remercie d'avoir été là. Vous pouvez en tout temps réagir à cette émission, nous apporter vos suggestions, vos commentaires. C'est super simple. Notre page Facebook, également notre site tvrl.ca. Vous pouvez aussi rattraper ou revoir toutes nos entrevues, nos chroniques aussi avec nos collaborateurs sur notre plateforme YouTube. Aussi, n'oubliez pas notre bingo qui a lieu tous les dimanches 9h30. Vous avez votre carte, j'espère, pour cette semaine. 3 500 $ à gagner, dont 2 250 $ pour la carte pleine. Avant de vous dire bye-bye, de vous retrouver bientôt, je veux remercier tous les artisans qui contribuent à cette émission. Yannick également, Daniel, aussi Tommy, Jacques, Alain à la réalisation et Manon aussi, précieuse Manon à la recherche. Je vous dis une bonne semaine et on se retrouve à très bientôt.